Nous allons poursuivre cet après-midi avec nos grands experts du Grand Est et nous allons parler de décarbonation de l'industrie dans le Grand Est. Alors, pour parler de ce sujet, je vais inviter à me rejoindre 4 experts et ces 4 experts, on va les retrouver ici. C'est d'abord Claude Sturny. On peut vous applaudir, Claude. Vous êtes le vice-président au développement économique de la région Grand Est. Et il sera accompagné évidemment de Bernard Niquès, qui lui est le directeur du réseau Est pour BPI France. Amandine Aubert de EcoGreen Energy. Et puis Alexandra Dumont du Bronze Alloys. J'ai eu une répétition pour bien utiliser le nom de l'entreprise. Alors, peut-être commencer par vous, Claude. Ouais, allez-y. Hein. Vous êtes chez vous ici, hein, de toute manière. On parle du Grand Est, on parle de cette industrie parce que vous êtes une terre industrielle historique. Maintenant, cette notion de décarbonation, comment elle se vit et comment le territoire la porte? Alors d'abord, effectivement, on est une des régions les plus industrielles en France. Et en même temps, de cet ADN de l'histoire économique qui repose sur l'industrie, on veut faire le futur, on veut écrire le futur avec l'industrie. Et je dois le dire, avec beaucoup de fierté, on s'est lancé aussi dans l'aventure de la région verte, une déclinaison de la planification écologique qui a été menée à l'échelle nationale. On va l'amener au niveau régional. Et dans cette planification écologique, il faut bien reconnaître que réduire les gaz à effet de serre, c'est d'abord s'intéresser à l'industrie qui est le premier émetteur dans notre région. Donc le sujet, la décarbonation, oui, on a pris le sujet à bras-le-corps. On a la chance d'avoir des industriels qui sont déjà convaincus. Et franchement, je dois le dire, en tournant dans la région, c'est vraiment le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que la sensibilisation, elle a déjà eu lieu. Et beaucoup d'acteurs aujourd'hui sont en chemin. Ça a été un sujet pour vous parce que je pense qu'à la région, on ne s'imaginait pas que celui qui allait le plus pousser sur la décarbonation, ce serait celui qui s'occupe de la partie du développement économique. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit moi qui pousse le plus. Mon collègue en charge des transports pousse aussi. Ma collègue, la première vice-présidente qui est en charge de la formation notamment, on est tous alignés sur cette vision-là. Alors, ce n'est pas qu'on ait changé de couleur ou de bord. On est juste conscient qu'il faut qu'on amène la région, il faut qu'on amène chacune et chacun à se poser ces questions-là. J'allais dire c'est existentiel, sans doute pas à court terme, mais on a besoin en tout cas d'emmener le monde économique, en ce qui me concerne, dans ces questions. Alors vous avez mis en place pour accompagner les entrepreneurs des dispositifs spécifiques. Vous l'évoquiez tout à l'heure en vous promenant sur le territoire et en les incitant. Alors je sais que c'est un travail qui est fait à 4 mains avec BPI France, mais lequel des deux veut commencer la réponse? Et je sais que l'autre la poursuivra. Je vais laisser la parole à Bernard. On a mis en place tout simplement ce que France Nation Verte, ça fait 3 ans, les pouvoirs publics nous ont demandé de créer, à BPI France, de créer la Banque du Climat, c'est-à-dire d'embarquer l'ensemble du monde économique dans la décarbonation. Donc les 3 piliers du climat, de notre combat, le premier, c'est de mettre en transition les entreprises. Deuxièmement, c'est de financer les ENR, parce que les énergies renouvelables, les énergies renouvelables sont évidemment à bas carbone. Et puis enfin, de financer les apporteurs de solutions de décarbonation, c'est-à-dire les offreurs de solutions. Et là, d'ailleurs, on a la chance d'avoir à la fois une entreprise qui va témoigner de sa mise en transition, c'est-à-dire vers une trajectoire qui consomme de moins en moins de carbone, qui émet de moins en moins de carbone, comme ça, oui. Ouais, monsieur. Et puis aussi une offreuse de solutions, une entreprise offreuse de solutions. Donc c'est ce duo-là, de la technologie et du conseil que l'on peut apporter aux entreprises à se mettre en transition et des solutions qui peuvent permettre de mettre en œuvre les projets. C'est ça que l'on active, par l'accompagnement des entreprises et par le boost des solutions. Donc une posture politique d'un côté, des outils et de l'accompagnement de l'autre, et avec effectivement, j'allais dire, des bonnes fées qui le mettent en pratique, c'est bien ça? Je vous laisse, Amandine, peut-être démarrer. Votre entreprise, c'est EcoGreen Energy. Alors racontez-nous tout ce que vous faites. Alors on est société de services en efficience énergétique
et on accompagne nos industriels de la partie création de feuilles de route de décarbonation jusqu'à l'implémentation de solutions clés en main avec le suivi de la performance énergétique, parce que le cœur de notre sujet, c'est d'assurer une performance des installations qu'on va mettre en œuvre et qu'il y ait une vraie décarbonation pour les industriels. Et ça, c'est vraiment très important et au cœur de notre approche. Alors, on parle d'énergie, donc tout à l'heure, on avait quelqu'un qui nous disait moi, j'en ai marre d'avoir une facture d'énergie qui explose. Est-ce que vous avez, entre guillemets, utilisé cette belle opportunité qui était que tout le monde a regardé ces factures énergétiques en se disant mais transformons-les et apportons aujourd'hui quelque chose qui sera à la fois plus durable et plus vert? Oui, complètement. Alors, on est beaucoup dans la phase aujourd'hui d'études, de savoir comment on va aller créer cette décarbonation et arriver à 2030 à une neutralité pour certains. Mais il faut maintenant passer aussi à la phase investissement, qui va demander des investissements très importants. Et je pense que là, on doit s'activer pour commencer à passer à la phase réelle d'investissement dans l'industrie. Et passer le cap, c'est pas forcément évident parce que justement, le coût de l'énergie était très important avec la crise en Ukraine, etc. On voit que les coûts du gaz baissent. Et du coup, il y a une forme d'instabilité des temps de retour sur investissement de nos solutions qui font que c'est difficile de passer le cap de l'investissement. Votre entreprise aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs? On est 60 collaborateurs, donc un bureau d'ingénierie, donc on a vraiment la matière grise et après on fait appel à des sous-traitants pour implémenter les solutions techniques chez nos clients. Et j'allais dire, qui sont vos prescripteurs? Parce que il faut peut-être avoir des éléments qui incitent à passer par vous, parce que peut-être que des entreprises y pensent mais ne savent même pas comment faire. Bah, tout à fait. Bah, la BPI, la région, sont des acteurs de mettre en mouvement les industriels et de faire parler de l'importance d'anticiper 2030 parce que y a beaucoup de choses à faire et qu'il ne faut pas attendre les 2 dernières années avant 2030 pour passer à l'acte, parce qu'on ne sera pas assez nombreux pour être capable d'accompagner les entreprises dans cette transition. Donc le but, c'est de prendre de l'avance. Et puis Alexandra est une parfaite illustration, comme on dit. Exactement, de l'anticipation, et ça fait plaisir. Alors Alexandra, vous allez nous parler des Bronze Alloys. Du groupe Le Bronze Alloys. Pardon, du groupe des Bronze Alloys, mais vous direz de toute manière toujours mieux que moi. J'en suis sûre. On peut faire LBA si ça vous va. Vous faites ce que vous voulez, Alexandra. C'est vous qui allez justement nous expliquer ce que vous faites, quel était l'enjeu et justement qu'est-ce qui s'est passé et aujourd'hui où vous en êtes. Oui, alors donc nous on est un groupe industriel métallurgique de 750 collaborateurs avec des sites en France et à l'international, 300 millions de chiffre d'affaires, et évidemment pour nous l'industrie, la métallurgie, on est gros consommateurs et d'électricité et de gaz. Donc sur les enjeux de décarbonation, on les a et on les a de plus en plus, et ça c'était un peu la nouveauté que j'ai remarqué depuis 12 mois, c'est qu'il y a vraiment une accélération des exigences de nos collaborateurs qui ont été très sensibilisés par la crise énergétique et qui commencent à nous dire qu'est-ce que vous faites, de nos clients qui commencent aussi à nous demander de plus en plus d'informations sur des bilans carbone, sur l'empreinte carbone de nos produits, etc. Parce que derrière, il y a des gros donneurs d'ordre chez nous, Airbus, TI Connectivity, ce genre d'acteurs. Et puis aussi, on a envie de se mettre en mouvement et c'est aussi pour ça qu'on est éclaireur coq vert. Et on va pouvoir en discuter, mais effectivement, on fait pas mal de choses. Là, vous nous racontez toutes les deux la belle histoire. Moi, j'ai eu envie de vous dire, à un moment, est-ce que ça a été compliqué justement de passer dans ce dispositif-là? Parce que le changement, tout le monde sait qu'il faut le faire. Maintenant, ça pique un peu. En général, c'est des investissements, c'est des prises de décision. Comment ça s'est passé chez vous, Alexandra ? Alors nous, pour le coup, la crise énergétique a été un vrai catalyseur. Ce sujet-là est remonté jusqu'au niveau du COMEX. Et ça, déjà, quand le COMEX est sensibilisé, parce que qui dit crise énergétique, moi, j'ai pu en profiter pour leur parler décarbonation. Là, du coup, on m'a regardé. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce mot? Et là, surtout, ce qui a été sympa, c'était aussi de montrer qu'il y avait des solutions, des trajectoires, qu'il y a aussi de plus en plus de normes auxquelles se référer, même si c'est encore un peu en mouvement. Il y a notamment des normes SBTI. Et là, c'est par exemple nos financeurs
acteurs aujourd'hui, et la BPI a été porteur aussi de ce message-là, sont de plus en plus exigeants sur des entreprises comme nous, en nous disant nous, on veut financer des entreprises qui sont engagées dans une trajectoire de baisse de ces émissions. Et ça, voilà, pour ça, il faut qu'on se mette en mouvement. On a des solutions qui sont apportées par des entreprises telles que celle d'Amandine. On a des investissements. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir se dire à un moment, comment on fait pour que ces CAPEX-là, dédiés à la décarbonation, ne viennent pas imputer les CAPEX qui permettent la croissance de l'entreprise et les machines. Et c'est là aussi où il y a toute une série de solutions qui sont portées et par les aides de la région et par BPI qui permettent à des entreprises comme nous de faire les deux en même temps. Ça a l'air simple sur le papier. Ça a été la même chose pour vous? J'avoue que depuis 2008, donc ça fait 15 ans, il faut de la patience parce qu'on aimerait que ça aille plus vite et on aimerait convaincre les industriels à passer à l'action. Donc voilà, il a fallu beaucoup de patience. Vous avez dit que vous aviez démarré en quelle année? 2008. Ah oui, mais dans 2008, vous étiez une extraterrestre avec ce oui, discours-là. C'est ce que je le disais. C'est un peu ça. Et je pensais que tout le monde allait penser comme moi. On était à la COP Copenhague, COP 21, je crois. Non, COP 10. COP 2, je plaisante. Je sais plus combien. Voilà, on est rendu à la COP du 28 à Dubaï. Voilà. Donc il faut beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation pour apporter de la pédagogie et encore une fois, merci aux acteurs de mettre la lumière sur ces sujets-là et de pousser parce qu'il faut qu'on accélère. On n'a pas le choix, je crois. Il y a un point que vous avez abordé toutes les deux un peu en filigrane, c'est qu'effectivement ce passage global de la région, ce passage des entreprises, ce passage de l'industrie, ça vous met dans une posture aujourd'hui d'avoir un avantage concurrentiel sur vos marchés complètement différents. On voit que le marché français sur le marché mondial a une avance forte sur la RSE. Alors, on nous a dit que ça nous avait un peu plombé dans pas mal de cas, mais finalement, aujourd'hui, ça nous donne un avantage concurrentiel. Complètement. C'est un des critères aussi qu'on met en avant, c'est que prenez de l'avance. Demain, avec toute la réglementation européenne notamment, c'est évident que les entreprises comme Alexandra elles seront favorisées sur la métallurgie notamment, avec les quotas carbone, etc. Ça peut être qu'un avantage pour demain et il ne faut pas attendre. Vous commencez à gagner à mettre ça dans les cahiers des charges assez fortement. Est-ce que les commerciaux l'utilisent en argumentaire? Oui, en tout cas, ils sont très, très, très friands d'obtenir des informations sur nos émissions et par produit. Et ça, c'est un peu mon enjeu du moment. C'est une fois qu'on a fait le bilan carbone de l'ensemble de l'entreprise, il faut essayer d'expliquer produit par produit, finalement, est-ce qu'il y a des produits qui sont plus consommateurs que d'autres. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est une histoire de chaîne. Donc Airbus, quand il fait son bilan carbone, il va prendre son scope 1, 2, 3. 3, ça veut dire ses fournisseurs. Ses fournisseurs, du coup, me demandent, etc., etc. Et puis, ça revient chez moi. Et moi, du coup, je dois dire à mon client que le groupe Le Bronzolois a un niveau d'émission, un facteur d'émission de temps. Mais ce n'est pas la même chose par typologie de produit. Et c'est là où ça commence à devenir un peu plus compliqué. Tout n'est pas si simple. Mais ça, c'est vraiment l'enjeu. Et le commercial, aujourd'hui, c'est un argument extrêmement fort. Parce que quand on a une société française qui bénéficie d'une énergie décarbonée, qu'on fait en plus plein d'actions pour décarboner et du coup, on a une belle trajectoire bas carbone, et ça devient un vrai critère d'achat. Aujourd'hui, on parle d'achat responsable. Moi, sur mes propres fournisseurs, un fournisseur qui a un facteur d'émission plus bas, aujourd'hui, à 5 ou 10% de près de prix, je choisis un fournisseur plus cher, mais qui a une émission plus basse. C'est une approche, entre guillemets, c'est une posture politique ou c'est aussi une posture commerciale? C'est une posture de la réalité des exigences d'aujourd'hui. Enfin, elle n'est pas que politique, elle n'est pas que commerciale. Elle est défensive, c'est sûr, aujourd'hui, parce que quand on fait des investissements, on attend aussi un retour sur investissement. Donc ça, il ne faut pas se leurrer, mais on attend surtout un monde qui ne va pas brûler trop vite, tant qu'à faire. Vous, votre soutien, du coup, il est présent justement pour toutes ces incitations, pour permettre aux entreprises d'aller plus loin et, j'allais dire, même si on ne leur a pas encore demandé, leur dire gagner un coup d'avance? Bien entendu. J'ai tendance à dire que ce que l'on fait, c'est de la banque, mais pas que, justement. Et c'est le pas que qui est important. C'est le pas que. C'est-à-dire que c'est même la fierté d'avoir des solutions comme on accompagne un sportif de haut niveau. Mais on est dans l'entourage, c'est pas nous qui courons, c'est pas nous qui jouons les matchs. Et ce que l'on s'apporte, c'est du diagnostic, c'est de la trajectoire, c'est d'être un interlocuteur dans la trajectoire,
c'est aussi d'aider à la mise en œuvre, pas seulement juste faire des diagnostics, il faut ensuite qu'il y ait des résultats. Voilà, pour moi c'est ça. Et puis, bien entendu, il faut financer tout ça, et notamment avec des financements immatériels, des financements qui ont besoin d'être aidés, parce que c'est une nouvelle forme d'investissement. C'est un vrai investissement de survie de l'entreprise à l'horizon 10 ans, mais c'est encore plus l'investissement de créateurs d'opportunités business, comme Alexandra vient de bien le dire. Voilà, donc c'est des femmes et des hommes au contact régulier d'Alexandra et d'Amandine, représentant les chefs d'entreprise. C'est ce contact tous les jours qui permet de faire progresser les esprits de chacun. Mais c'est ce que vous disiez déjà aussi, Claude, tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est devenu le savoir, le savoir-faire, et j'allais dire maintenant l'incontournable du développement économique de la région. Oui, alors on est en train de finaliser. On va d'ailleurs présenter au Conseil régional la semaine prochaine le nouveau schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Et on va retrouver là derrière des fondamentaux. On en parle là, la transformation de l'économie et évidemment de l'industrie, l'innovation, l'attractivité aussi, parce qu'on a besoin aussi de régénérer notre tissu économique. Et en ce sens-là, on est dans une continuité. C'est vrai que la région Grand Est n'a pas commencé à s'intéresser à ces questions il y a 1 an ou il y a 2 ans. Le fait qu'on ait avec Amandine des acteurs, des offreurs de solutions depuis déjà une quinzaine d'années, ça montre bien que nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est mettre ensemble, et avec BPI France d'ailleurs, mettre ensemble les offreurs et les demandeurs de solutions. La région Grand Est croit beaucoup dans les parcours de transformation. On l'a entendu du monde économique tout au long de ces derniers mois, tout au long des crises qui se sont passées. Donc aujourd'hui, on veut créer ces parcours de transformation. On n'est pas simplement là pour être un guichet de subventions. On est là pour apporter, mettre en scène l'écosystème qui va permettre à ces acteurs économiques d'être performants demain. On va arriver à la fin de cette table ronde. Moi, j'avais des questions à vous poser, notamment une. On vient de voir, vous voyez, regardez ce qui est écrit tout à l'heure au-dessus, là, fier de vous. Moi, je voudrais savoir ce qui vous rend fier aujourd'hui et ce qui vous rend fier de ce que vous allez faire dans 3 ans. Alors, je vous demande un peu de prospective de fierté, mais on va commencer par vous. Alexandra, racontez-moi. C'est là on voit qu'on a quand même du travail. Hein. Être fier, c'est pas si facile. D'où ce genre de journée. Non, blague mise à part, moi, je suis très, très fière d'avoir su allier performance industrielle et performance durable. Aujourd'hui, c'est pas du tout antinomique. C'est le message que j'essaye de faire passer, y compris en interne. Et du coup, dans 3 ans, si chacun de mes collaborateurs se sent acteur du changement, ça, ce sera ma plus grande fierté. Bravo. Je crois qu'on peut l'applaudir quand même. Hein. Amandine, la fierté. Fière d'avoir créé EcoGreen il y a 15 ans et d'être encore là aujourd'hui avec cette même énergie en fait de vouloir transformer et être un acteur encore plus important demain et surtout dans 3 ans. J'espère qu'on sera encore indépendant pour qu'on puisse porter vraiment la parole de la décarbonation de la manière la plus juste possible. Voilà. Merci beaucoup. On peut l'applaudir aussi, bien évidemment. Bernard, votre fierté? Ma fierté, c'est de voir qu'il y a 3 ans, une trajectoire. Il y a 3 ans, on parlait de sensibilisation. Tous les collaborateurs de BPI France ont été formés à la sensibilisation et aux problèmes climatiques, au dérèglement climatique et à ses conséquences. Donc d'avoir sensibilisé, d'avoir pu mettre en mouvement toutes ces équipes pour arriver aujourd'hui à vraiment, avec des diagnostics, avec ces conseils, à une attitude qui vient être dans la mise en œuvre concrète. C'est-à-dire on passe vraiment d'un stade de « Ah, c'est super pour la planète » à « C'est vachement important pour moi et c'est indispensable pour l'avenir ». Et dans 3 ans, ce que j'aimerais bien, et c'est ma fierté, j'en suis sûr parce que je sens, ça vibre quoi. Dans 3 ans, c'est des résultats. Concrètement, c'est des émissions de gaz qui vraiment commencent à baisser, qu'on voit les premiers résultats de ça. Bravo. Alors, Claude Surmy, vous avez ouvert cette table ronde, vous allez la clore, comme on dit. Votre grande fierté, à titre personnel et à titre politique?
Parce que vous avez cette double casquette. Oui, oui. Alors, politiquement, que la trajectoire qu'on est en train de poursuivre atteigne les buts, je suis d'accord avec Bernard. On fait ça en se disant il y a une trajectoire au-delà de 3 ans. Après, il y a 2030 et ce sont des échéances qui sont importantes. Mais j'allais dire, au bout, moi-même en charge de l'économie, l'économie n'est pas une fin en soi. Il se trouve, tout dernièrement, dimanche, on a vu le résultat d'une enquête sur où fait-il le mieux vivre en France. 200 et quelques villes de 20 000 habitants et plus ont été scannées. Je suis très fier qu'aujourd'hui, le top 3, ce sont 3 villes du Grand Est. Chaumont, Agneaux, je suis maire de Agneaux, je suis d'autant plus fier, mais la 3e, c'est Épernay. Donc on a 3 villes sur le podium. Moi j'espère qu'avec l'économie, avec la décarbonation, avec le futur qu'on envisage, ils continuent à faire bon vivre. Alors est-ce qu'on sera toujours sur les 3 premières marches du podium? Je ne sais pas, mais on est là pour faire en sorte qu'il fasse bon vivre dans le Grand Est, comme il fait bon vivre en France en général. Bravo, merci à tous. Et un grand, grand, grand merci. Et surtout, dites-vous bien que tous les gens qui sont là sont extrêmement fiers de vous. Voilà. Merci à tous. À tout à l'heure. On se retrouve dans 10 minutes pour la Nouvelle-Aquitaine.